et suite aux événements politiques, nos aires protégées ont été terriblement malmenées. Il y a eu une gestion, je dirais, défaillante, qui ont conduit les populations riveraines à envahir les aires protégées et à y ériger des villages. On a vu aussi des populations transhumantes qui allaient avec leur bétail détruire carrément ce qui nous restait dans nos forêts. Évidemment, il y a eu un sursaut. On ne pouvait pas continuer à garder nos aires protégées dans ces conditions. C'est vrai, il y a la petite parenthèse, pas une petite, mais la grande parenthèse de ce que les populations de cette localité du Togo ont connu. Je ne veux pas revenir sur ces détails qui rappellent les heures sombres de notre histoire politique. Mais le constat auquel je suis parvenu et que nous sommes parvenus, c'est qu'il y a encore des traumatismes, il y a des ressentiments, il y a des frustrations qui ont fait que dès le départ, nous avons essayé de marcher sur des œufs. Alors, le ministre de tutelle que je suis, avec la continuité de l'État, je prends toutes mes responsabilités à assumer. Si vous le permettez, avec votre permission, et je demanderai beaucoup de patience pour que j'essaie d'égrener les étapes qui ont émaillé toutes les démarches que nous avons faites pour expliquer la pertinence du retour de la réhabilitation des aires protégées. Action avant la mise en œuvre du PRAPT. C'est le programme, la dénomination du programme. Depuis 1999, le processus de réhabilitation des aires protégées de OKM, c'est-à-dire Otikera-Mandjouri, ont commencé avec les séances de sensibilisation des différents acteurs concernés grâce au projet COMSTAVET de l'Union européenne pour expliquer aux populations locales les aires protégées, leurs intérêts et les informer de cette réhabilitation. Entre 2000 et 2004, des séances de sensibilisation ont été menées dans la zone du projet par les ministres d'alors, plus particulièrement le général Moufa notamment, avec leurs collaborateurs, les représentants de la délégation de l'UE à Lomé et d'autres partenaires, des cadres et fils des différentes localités de la zone OKM, les ONG, les CBD et autres. Ensuite, des associations villageoises de gestion des aires protégées ont été mises en place dans les villages et cantons avoisinants l'OKM. Ces associations villageoises de gestion des aires protégées ont été regroupées par préfecture en union dénommée Union des associations villageoises de gestion des aires protégées. Des meetings dans les villages, cantons et chefs de préfecture ont été tenus avec des populations qui ont semblé adhérer au processus de réhabilitation. Suite à cela, des délimitations consensuelles avec les populations à la base concernées ont été faites pour l'ensemble du complexe OKM avec des points GPS relevés suivis de bornages partiels. Ainsi, sur 311 000 hectares d'aires protégées qui existaient, 132 000 hectares représentant 42% du total ont été rétrocédés aux populations pour les besoins agricoles et de pastoralisme. Entre 2007 et 2008, le ministre de l'Environnement d'alors, le ministre Kanchati, a organisé avec une équipe de techniciens, des représentants du pouvoir décentralisé, des ONG et associations, des UAP, GAP et d'autres acteurs, des séances de sensibilisation dans toutes les localités de l'OKM pour leur expliquer les intérêts des aires protégées, la réhabilitation du complexe de l'OKM et les projets en perspective. Dans la continuité du travail du ministre, les techniciens du ministère ont continué des séances de sensibilisation de la population des trois préfectures, Oti, Kéran, Pendjal, Mandjouri. Ainsi, les opérations de délimitation consensuelle de bornage partiel des limites arrêtées sont réalisées périodiquement sur les budgets d'investissement et d'équipement. En 2008, le Fonds pour l'environnement mondial a octroyé une aide au Togo pour la préparation d'un projet de conservation de la biodiversité, notamment la réhabilitation des aires protégées du pays. Ainsi, des études
ont été réalisées à ce propos pour aboutir au présent projet qui a été approuvé par le FEM en 2010. Les études réalisées sont études socio-économiques, études sur la biodiversité de l'OKM, études sur la réalisation de l'atlas de carte de la zone, études sur les parties prenantes, études sur l'efficacité de gestion des aires protégées et bien d'autres. Et lors de ces études, des consultants commis par le PNUD ont sillonné la zone du projet, rencontré et discuté avec les populations locales et les différentes catégories d'acteurs concernés. Ils ont recueilli leurs avis, qui ont été positifs sur le projet, et ils ont produit leurs rapports qui ont été adoptés par des ateliers. Un consultant international, toujours commis par le PNUD, est chargé de rédiger le document du projet, a non seulement exploité les différents rapports d'études, mais également s'est rendu dans la localité du projet pour rencontrer et discuter avec toutes les catégories d'acteurs concernés. Le document du projet a été présenté par le consultant et validé lors d'un atelier auquel ont pris part les représentants des différentes catégories d'acteurs concernés, aussi bien de la localité du projet que d'ailleurs des représentants d'autres départements ministériels, des ONG et associations et bien d'autres. Une fois l'approbation du projet faite par le FEM en 2010 et la signature de la convention de financement par le PNUD et le gouvernement, lors de la table ronde des bailleurs de fonds sur l'environnement et l'eau en juin 2011, le projet a été porté à la connaissance des responsables de l'administration locale, notamment les préfets et maires des trois préfectures, les associations villageoises de gestion des aires protégées, les ONG, associations, populations et autres à travers des rencontres et ateliers. Actions faites au cours de la mise en œuvre. L'atelier de démarrage de projet qui sert en quelque sorte de canal pour porter le projet à la connaissance des acteurs concernés, tenu les 29 et 30 mai 2012, a connu également la participation des représentants de toutes les catégories d'acteurs concernés, aussi bien de la localité que d'ailleurs. Il y a eu l'accompagnement des populations riveraines dans la constitution des associations villageoises de gestion des aires protégées dans les localités qui n'en disposent pas. Il y a eu la formation des membres à la gestion des conflits homme-faune, la gestion et la surveillance participative, la lutte anti-braconnage, la cogestion. Il y a eu l'implication systématique des associations villageoises de gestion des aires protégées et des CBD, des chefs des localités visitées, ou son représentant, des représentants des différentes collectivités, des techniciens du MERF, parcours à pied, les anciennes limites, et des discussions sont menées pour identifier l'emplacement de la borne. Une fois le consensus trouvé, l'emplacement est identifié par la prise des coordonnées géographiques grâce à un GPS. Cet emplacement est ensuite marqué pour permettre au second groupe de l'identifier. La seconde étape, qui suit la première, est composée de manœuvres recrutées dans le milieu et de techniciens du ministère de l'Environnement et se charge de l'implantation de la borne. Une fois l'implantation achevée, un procès verbal auquel est joint les coordonnées GPS des bornes est signé par deux représentants des populations, le représentant du CVD, le représentant de la VGAP et le chef de la localité. Ensuite, il y a eu également l'accompagnement des populations riveraines dans l'amélioration de leurs revenus à travers le financement des activités génératrices de revenus. J'en citerai deux exemples. Pas plus tard qu'il y a un mois et demi ou deux, nous étions à Mango pour la remise des outils qui permettent à certaines populations riveraines de pouvoir produire du beurre de karité. Et il y a d'autres aussi qui font de la fabrication pour financer leur activité d'apiculture. Donc c'est pour susciter auprès des populations locales l'esprit de participation aux initiatives d'aménagement des aires protégées, amener les populations locales à prendre conscience des problèmes locaux et trouver des approches de solutions. Canaliser et soutenir les initiatives locales de développement économique, social et culturel, organiser le milieu local pour favoriser un développement participatif et durable. Entreprendre et encourager la mobilisation des ressources internes et externes. Alors, je m'étonne que la communication qui se fait autour de ce projet, non pas que je veuille me dédouaner, mais ne restitue pas la réalité des choses.
d'aucuns disent qu'on n'a rien fait. Nous nous sommes pas allés vers cette population de manière, comment je peux appeler ça, cavalière, pour donner des injonctions. Au contraire, nous avons essayé, comme nous avons pu, de les associer à ce projet, d'expliquer les contours du bien fondé de ce projet. Maintenant, quelque part, certainement que quelque chose n'a pas fonctionné et nous en prenons acte. Alors, la deuxième question est relative à la suite qui va être donnée à ce projet. Évidemment, il y a eu mort d'homme. On a enregistré 5 décès et face à cette situation, je crois que n'importe quel responsable doit prendre du recul pour essayer de revisiter le processus ou bien la démarche qu'elle a faite jusque-là. Et c'est dans cette logique que nous sommes, quitte même à réajuster notre stratégie pour que l'apaisement revienne dans cette localité du Togo. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les éléments de réponse que je voulais vous soumettre. Merci.